Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc. À 1h23 du matin, heure de Moscou, je me trouvais dans la salle de commande du réacteur numéro 4. Lors de la réalisation de ce programme, au moment où on a appuyé sur le bouton AZ5... Cette semaine, Tchernobyl. Le Kremlin s'efforce avec obstination d'apaiser les esprits. Officiellement, il ne s'agit pas d'une catastrophe. Pour Moscou, ce n'est toujours qu'un simple accident. Vous et moi avons été contaminés par les éléments radioactifs de Tchernobyl. On en retrouvera sans doute encore des traces pendant 10, 20, 30 ans. De l'explosion à la dissimulation. Il est d'abord nécessaire de préciser qu'actuellement, avec les systèmes de refroidissement et de sécurité à disposition, la centrale nucléaire de Mühlberg est sûre. Ce type d'accident est impossible chez nous. Nos centrales sont plus sûres. À l'appui de ces affirmations, un mot magique, le confinement. Nulle part ailleurs les radiations n'avaient été aussi fortes, aussi longues. Nulle part le nombre de facteurs radioactifs et non radioactifs n'avait été aussi grand. Cette semaine, Tchernobyl. Tchernobyl, pour moi, ça signifie une horreur. Ça signifie le mensonge déjà en place au gouvernement. Ça signifie une vie de galère. Résultat, les conséquences médicales seront encore plus graves que ce que nous prévoyons aujourd'hui. État et institutions déficients. Ça signifie le mot cancer. Cancer dont je suis atteinte depuis 13 ans. C'est la galère. Comment l'accident d'une centrale nucléaire peut-il, des années plus tard, représenter encore un danger permanent? Quelles sont aujourd'hui les populations touchées? De l'Allemagne à la Bulgarie, les décisions de l'époque auront été à la mesure de la situation économique des populations, mais c'est aujourd'hui ailleurs que la mort emporte chaque jour son lot. En Biélorussie. Aujourd'hui, notre 3e épisode consacré à l'accident de Tchernobyl sera intitulé « La facture ». La facture, chapitre 1, le passé au présent. Extrait du journal Le Monde, édition du 14 juin 2003. Envoyé spécial en Biélorussie, Hervé Kempf. Dans le beau parc de Gomel, la grande ville du sud de la Biélorussie, le printemps éclate de vie et les soirées sont douces. Les jeunes filles biélorusses flânent par deux, le t-shirt découvrant le nombril. Les garçons en maillot boivent de la bière en riant. On joue de la guitare. Des couples s'embrassent. Des enfants courent. Et sur la plage, de l'autre côté du fleuve, on lézarde au soleil couchant. Mais malgré son charme printanier, Gomel s'anémie lentement. La cité, distante de 130 km de Tchernobyl, est à la lisière des zones contaminées par les retombées de l'accident de la centrale nucléaire ukrainienne en 1986. Et la radioactivité
invisible, continue d'empoisonner Gomel et tout le sud de la Biélorussie. 1,5 million de personnes vivent dans des zones contaminées où les sols présentent une radioactivité supérieure à 37 000 becquerels par mètre carré. L'influence de Tchernobyl est constante dans la vie quotidienne, dans les villages où les gens vivent des pommes de terre de leur jardin, du poisson qu'ils pêchent, des baies qu'ils ramassent en été dans les forêts. Autant de voies par lesquelles ils ingèrent le césium radioactif. Les régions de Gomel et de Mogilev, les plus contaminées, ont un taux de décroissance de la population plus important que partout ailleurs dans le pays. L'économie périclite, les entreprises ne s'installent pas, les produits sont toujours suspectés de radioactivité, l'agriculture ne peut bien sûr pas se développer. L'ex-ministre de la Santé de Biélorussie, Nikolai Kryzenko. Ici, le taux de contamination atteignait 40 curies, alors que la dose maximale admise est de 15 curies. Tous les produits cultivés dans la région resteront contaminés. Il a donc fallu évacuer, mais le Soviet suprême de la République n'a pris la décision qu'en 1989-90. C'était encore l'Union soviétique. En plus, toute la population n'a pas accepté d'être évacuée. Ainsi, après la disparition de l'URSS en 1991-92, la Biélorusse s'est retrouvée seule face à son malheur. Et le nouvel État n'a pas eu les moyens de construire des logements pour les 250 000 personnes qui devaient être évacuées. Certains n'ont pas eu d'autre choix que de rester. L'ancien ministre a perdu sa sœur, morte d'un cancer, son beau-frère en éteignant le réacteur et la maison de famille qu'il a bien fallu évacuer. C'est un sentiment douloureux. J'ai perdu mon chez-moi, la maison où je suis né, où j'ai grandi, d'où je suis parti pour faire mes études. Pour nous, l'accident de Tchernobyl est encore une tragédie. En Biélorusse, le taux de radioactivité maximum admis est fixé à 20 microröntgen. Dans les régions non contaminées, le taux habituel mesuré au sol est de 11 microröntgen. Comme je vous l'ai montré ici, la radioactivité au sol est de 40 microröntgen, soit 3 fois la radioactivité naturelle du pays. Rencontre avec quelques voisins du passé. Я скоро 80, так что вы хотите? Так и что же вам, хозяйство держите и все. Ну, поль меня я и корова. Vous savez que la région est contaminée? Oui, bien sûr que nous savons. Et alors? Votre fille vit avec vous? Oui, avec moi. Est-ce qu'on vous a proposé de partir vivre ailleurs? Qui va nous le proposer? Qui va s'occuper de nous maintenant? J'ai 4 enfants, ils sont partis. Et mon mari est mort il y a 5 ans. Maintenant, je suis toute seule. Comment partirai-je? Pour ceux qui restent, le traumatisme psychologique est grave et continue puisque la centrale est toujours là, près de chez eux. Ils ne peuvent pas aller en forêt cueillir des fruits et des champignons. Ils ne devraient pas manger ce qu'ils cultivent puisque ces produits sont pleins d'éléments radioactifs dangereux pour leur santé. Ils s'en rendent bien compte quand ils passent l'examen chez le dosimétriste. Les doses qu'ils sont absorbées sont souvent très fortes. Et pourtant, il leur faut bien nourrir leurs enfants. Alors ils leur donnent du lait, produit ici, des légumes d'ici, des fruits d'ici. Dimitri revient de l'école avec son copain et guide les visiteurs vers sa maison d'un village près de Boda-Kochelevo, à 30 km au nord de Gomel.
La campagne est verte, les rues calmes, des vélos passent sur la rue poussiéreuse. Comme des milliers d'enfants des régions contaminées, Dimitri n'est pas en très bonne santé, malgré ses grands yeux noirs et sa bonne mine. À l'entrée du potager qui s'étend devant la maison, sa mère, Svetlana, explique les maux dont souffre Dimitri. Des raideurs constantes dans les mains, dans les jambes, une tension trop basse, des maux fréquents à l'estomac. Né en 86, Kolya est aussi un enfant de Tchernobyl. Faute d'avoir été évacué, il a mangé des produits contaminés durant toute son enfance. Le drame de la Biélorussie, ce sont ses enfants. Pour n'avoir pas été évacués parce qu'ils faisaient partie des 2 millions de Biélorusses qui vivent encore dans les régions contaminées, les enfants ont chaque jour ingéré l'iode radioactif contenu dans le lait, contenu dans les aliments contaminés par l'explosion. L'iode radioactif s'est fixé dans leur glande thyroïde, a déclenché une flambée de cancer thyroïdien infantile. En Europe, pour 1 million d'enfants, un cancer de la thyroïde est enregistré chaque année. Pour l'année 95, 10 années après l'explosion à Tchernobyl, 80 petits Biélorusses développent un cancer thyroïdien. Et le nombre augmente chaque année. Dr Victor Rebeko, médecin-chef. 10 années ont passé depuis Tchernobyl, et c'est maintenant que les maladies graves vont survenir massivement. Nous prévoyons une augmentation des cancers du sang et d'autres organes. Et c'est justement maintenant que le monde commence à oublier Tchernobyl. 10 années, c'est la période critique où les maladies frappent, les gens l'ignorent. Si l'opinion, si les scientifiques et les médecins nous laissent tomber maintenant, alors de nombreux malades vont se trouver sans assistance médicale. Parce que nous ne sommes pas prêts à affronter seuls cette augmentation des cancers et des maladies du sang. Sans aide matérielle, sans aide médicale et scientifique, sans aide pour construire un centre de traitement, la Bélarus ne parviendra pas à faire face seule. Reportage en 2003, Dominique Verda. Le professeur Bandajevski est un homme qui dérange, car en Biélorussie, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. En décembre de l'année 2000, nous l'avions rencontré chez lui, secrètement, dans la ville de Gomel. Il était assigné à résidence, surveillé en permanence par les services de renseignement, et attendait son procès. Lorsque survient la catastrophe de Tchernobyl, Yuri Bandajevski termine ses études de médecine. Déjà, on dit de lui à l'époque qu'il est l'un des chercheurs les plus prometteurs de l'Union soviétique. 10 années durant, il va étudier les ravages du césium-137 sur l'organisme. D'abord sur des fœtus de hamster, puis sur la santé des enfants de la région, à la frontière de l'Ukraine. Les malformations que l'on trouve chez les animaux, on les retrouve aussi chez les enfants. Ça, on le savait. Mais personne ne s'est jamais demandé quelle en était la cause. En rendant public les premiers résultats de ses travaux, Yuri Bandajevski espérait attirer l'attention des autorités sanitaires. Il ne s'y est pas trompé. Officiellement, seuls les cancers de la thyroïde ont augmenté dans la zone contaminée, rien de plus. Or, il affirme, lui, que les troubles cardiovasculaires ont été multipliés par 3 ou 4 chez les enfants depuis l'explosion de la centrale. Responsable, le césium-137 que l'on retrouve partout, dans les fruits, les légumes, la viande, le lait. La réaction du pouvoir ne s'est pas fait attendre. Vassili Nesterenko, Institut indépendant de sûreté nucléaire. Quant au ministère de la Santé, ils ont entendu dire des choses pareilles, ils ont commencé à avoir peur.
Alors ils ont décidé, comme toujours, de tenter de salir sa réputation. Depuis l'époque communiste, notre gouvernement a toujours agi ainsi. Ils l'ont accusé de corruption. Ils ont prétendu qu'il recevait des pots de vin de ses étudiants. Son dossier a été monté de toutes pièces. Et ils l'ont condamné à 8 ans de réclusion, sans la moindre preuve. Depuis l'été 2001, Yuri Bandajevski croupit dans une cellule. Tous les appels à la clémence lancés par des organisations de défense des droits de l'homme sont restés lettre morte. Pour se rapprocher de son mari, Galina a quitté Gomel avec leur fille cadette. Au fil de leur visite, une fois tous les 2 mois, elles ont vu son état peu à peu se détériorer. Son moral, disent-elles, est au plus bas. En prison, tout est fait pour le dissuader de reprendre un jour ses travaux. Pour qu'il cesse de s'imaginer qu'il pourrait être encore utile à qui que ce soit. C'est pourquoi mes enfants et moi, nous essayons coûte que coûte de l'aider à tenir dans des conditions aussi difficiles. Cardiologue à l'hôpital pour enfants de Minsk, Galina Bandajevskaya voit chaque jour arriver des parents inquiets, comme la mère de cette petite fille dont le cœur fait un léger bruit. D'autres souffrent d'arythmies, des battements irréguliers. En 1993, c'est Galina qui a alerté son mari. Ces anomalies étaient bien trop fréquentes pour n'être dues qu'au hasard. Ils ignoraient alors l'un et l'autre qu'en se jetant à corps perdu dans ses recherches sur les effets des radiations, le professeur Bandajevski finirait au cachot, comme un criminel. Histoire vivante. Cette semaine, Tchernobyl. Aujourd'hui, la facture. Dix ans après Tchernobyl, la menace d'accident nucléaire en Russie ou en Europe orientale ne diminue pas. Les experts des autorités de sûreté nucléaire européennes, indépendantes des exploitants de centrales, continuent de sonner l'alarme sur l'état des réacteurs laissés en héritage par la défunte URSS. Jean-Luc Millem, ingénieur expert à l'Institut pour la protection et la sécurité nucléaire. L'Union soviétique nous a laissé en héritage 60 réacteurs électronucléaires situés sur une vingtaine de sites. Ces installations ont été conçues par les soviétiques dans les années 60-70 et mises en service dans les années 70-80. Ce sont donc des installations assez récentes. Parmi ces 60 réacteurs, 16 sont du type de Tchernobyl. Elles se situent en Russie, en Ukraine, avec le malheureux exemple de Tchernobyl, et également en Lituanie. Les autres réacteurs sont des réacteurs à eau pressurisée. Elles sont du type de l'installation de Kozloduy et elles sont principalement situées en Europe de l'Est, Bulgarie, Hongrie, Slovaquie, Tchéquie. Et également quelques-unes de ces installations en Russie et en Ukraine. Et les centrales les plus dangereuses en Europe de l'Est sont sans aucun doute les centrales du type de Tchernobyl, des 16 unités identiques à celles de Tchernobyl. Elles sont principalement situées dans l'ex-Union soviétique, mais également en Europe de l'Est. Il y a donc au total 28 tranches qui fonctionnent aujourd'hui dans des conditions de sûreté absolument anormales dans l'Europe. Pour faire la lumière sur le parc nucléaire qui menace l'Europe, il aura fallu que le monde change, que les peuples d'Europe de l'Est fassent tomber le rideau de fer et avec lui, éclater le secret systématique imposé par la direction soviétique sur Tchernobyl et sur les autres centrales. Un secret si dense que même à Vienne, à l'Agence internationale pour l'énergie atomique, on affirme ne rien savoir sur le délabrement de l'Est. David Kidd, porte-parole de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne.
Nous avons pu, pour la première fois, voir de près les réacteurs de type soviétique au début des années 90. Avant, le secrétariat de l'agence ici à Vienne connaissait très peu les réacteurs de type soviétique. Le seul réacteur connu de l'Occident, c'était le réacteur de Tchernobyl. Les Russes étaient très réticents. Ils disaient « nous n'avons pas besoin de conseils d'autres pays pour nos réacteurs ». Après les changements politiques, c'était tout autre chose. On ouvrait les centrales, on est allé en Bulgarie, on est allé en Russie, en Ukraine, etc. Et nous avons rendu visite à 57 réacteurs de type soviétique. Nous avons fait une analyse de leurs faiblesses. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas des super flics nucléaires. Il faut ou bien un papier écrit qui nous autorise à mener une inspection du matériel nucléaire sur le territoire du pays, ou bien il nous faut une invitation formelle du gouvernement. Nous ne sommes pas indépendants, c'est eux qui nous financent, c'est eux qui contrôlent le travail que nous faisons, et c'est eux qui décident ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Pour le nucléaire, la transparence et l'information dépendent donc du bon vouloir des États. Les grands pays industrialisés ayant tous opté pour le nucléaire, le dossier Tchernobyl est longtemps resté gênant. Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand. Au sommet de Tokyo, ce n'est absolument pas une priorité. Ce n'est qu'à partir du sommet de Paris qu'on commence à se poser la question du système nucléaire, c'est-à-dire 89, qu'on commence à se poser la question du système nucléaire soviétique et de la nécessité d'intervenir globalement sur le système nucléaire soviétique. « 1989. En abattant le mur, les Berlinois, sans le savoir, ouvrent la première grande brèche dans le secret qui entoure le parc des centrales nucléaires soviétiques. En se réunifiant, l'Allemagne va hériter d'une centrale dangereuse, Greifswald, au bord de la Baltique. Faut-il la fermer pour éliminer le risque d'accident? Faut-il la maintenir en exploitation et préserver la production d'énergie et l'emploi? L'Allemagne, la première, découvre le dilemme nucléaire. Gigantisme, lacune de conception, erreur de construction, incident de fonctionnement à répétition et accident, tenu secret, la centrale de Greifswald résume fidèlement l'histoire du nucléaire soviétique à l'Est. Lancée dans les années 60, elle devait être la plus grande du monde. 8 réacteurs à eau pressurisée, différents donc et moins dangereux que ceux de Tchernobyl. Ils ne pouvaient être utilisés à des fins militaires. Aucun incident ou accident ne fut jamais rendu public ou simplement admis. En 1989, le gouvernement de transition découvre même que les rapports transmis à l'agence de Vienne sont systématiquement falsifiés. Reportage en 1990, Isabelle Bechler. Greifswald, une petite ville et ses questions. Une petite ville sous perfusion, en permanence, branchée sur sa principale source de revenus et d'angoisse, au bout des tuyaux de chauffage urbain, à 22 km de là, sa centrale nucléaire. On vient en grande hâte d'arrêter les réacteurs 2 et 3, les langues se délient. L'ouverture aurait dû commencer beaucoup plus tôt à la centrale, ça nous aurait évité d'avoir peur. Maintenant, on espère que les experts vont déterminer vite si les 2 blocs arrêtés peuvent reprendre ou non. Mais plus de sécurité dans les blocs 1 à 5, c'est impossible. Le réacteur numéro 2 est en sommeil, un sommeil sous haute surveillance. La technologie est dépassée et depuis sa mise en service en 1973, les incidents se sont succédés dans le plus grand secret. Peter Beyer, directeur de la centrale. Ces blocs représentent le niveau technique et de sécurité qui était accepté dans les années 60 ou 70. Ces normes sont dépassées. En principe, il y a 2 solutions, soit une reconstruction générale en grand qui reviendra très cher, soit, si ça n'est pas possible pour des raisons économiques, la fermeture.
Lothar de Maizière, dernier Premier ministre de République démocratique allemande. La RDA a toujours présenté la situation plus positive qu'elle n'était en réalité. Le plus grand danger venait des cuves qui contenaient les réacteurs. L'enveloppe était fragile et aurait dû être changée depuis longtemps. Mais pour des raisons financières, ce ne fut pas fait et un accident du même ordre que Tchernobyl n'était pas du tout impossible. Ce fut donc notre responsabilité de décider si la centrale de Greifswald pouvait être maintenue ou non. Et toutes les expertises nous ont montré qu'avec des moyens économiques raisonnables, ce n'était pas possible de la maintenir en fonction. Mais ce n'était pas une question purement économique, c'était aussi une décision éthique. Toute la crédibilité de notre gouvernement en dépendait. Si nous n'avions pas fermé Greifswald, il s'en serait dégagé l'impression que nous n'étions pas engagés dans un véritable renouveau. Pour l'Allemagne réunifiée, la fermeture de Greifswald est l'un des symboles du rejet définitif des pratiques de l'Allemagne démocratique. La décision est suffisamment importante pour être intégrée au traité de réunification d'août 91 et suffisamment urgente pour être appliquée immédiatement. Manfred Meurer, ingénieur porte-parole de la centrale de Greifswald. Voici la salle de réacteur numéro 5, qui a été fermée en 1990 comme les 4 autres. C'est depuis cette salle de contrôle que le travail de démantèlement est conduit. Depuis le 30 juin 1995, c'est d'ici que nous dirigeons toutes les opérations de démontage des parties radioactives et des salles de turbines. Le travail a déjà commencé. C'est une première mondiale. Jusque-là, aucune centrale de cette importance n'avait été entièrement démantelée. La première étape, la plus délicate, la plus dangereuse, après l'arrêt des réacteurs, est l'extraction des cassettes de combustible hautement radioactifs depuis le cœur du réacteur et leur stockage dans une piscine de refroidissement provisoire. À Greifswald, plus de 5000 éléments de combustible vont ainsi être sortis. Les conteneurs où ils sont conditionnés, les wagons pour les transporter, les 2 entrepôts dans lesquels ils sont stockés, tout a été fabriqué, construit spécialement pour extraire et manipuler le combustible usé. Pour les années à venir, sans que l'on sache combien, ils resteront sous surveillance constante, le temps que la science apprenne à désactiver les déchets nucléaires. Après les parties radioactives, il faut démonter la centrale, pièce par pièce, les classer. Les pièces contaminées sont stockées, les autres recyclées. Hormis les bâtiments, plus d'1 million de tonnes de matériaux divers seront ainsi démontés. En 1995, le docteur Ulrich Löchern, responsable du démantèlement, donne quelques chiffres. Le coût total sera de l'ordre de 6 milliards de Deutsche Mark. Il n'inclut pas uniquement le coût de la fermeture, il intègre aussi le coût de l'élimination, à savoir le stockage des déchets et l'élimination du combustible nucléaire. Nous estimons le coût de la fermeture de Greifswald entre 2 500 000 et 2 700 000 Deutsche Mark. « 5 milliards de francs suisses pour démanteler la centrale, un peu plus d'1 milliard pour la construire. L'équation de Greifswald fait réfléchir. Aux yeux du gouvernement allemand, elle a contribué, après Tchernobyl, à remettre en cause un nucléaire civil présenté jusque-là comme sûr, non polluant et bon marché. Greifswald n'aura été ni propre, ni sûr, ni bon marché. Son seul bénéfice aura été de générer plus de 10 000 emplois, dont 8 000 ont été supprimés avec la fermeture.
Entre d'un côté un risque d'accident nucléaire et de l'autre une production d'énergie et plusieurs milliers d'emplois, l'Allemagne a tranché. Un choix transposable pour les autres centrales de l'Est, une réponse par Jean-Luc Milhem, ingénieur expert à l'Institut pour la protection et la sécurité nucléaire. Techniquement, oui. Financièrement, non. Si la puissance allemande peut se permettre d'injecter d'ici l'an 2000 20 milliards de francs pour démanteler les 6 tranches qui ont été arrêtées sur le site de Greifswald, tel n'est pas le cas de la majorité des pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Greifswald ne fournissait que quelques pourcents de l'énergie électrique allemande. L'exemple le plus typique est celui de la centrale de Kozloduy, en Bulgarie. Cette centrale fournit 40% de l'énergie électrique nécessaire au pays, d'où le dilemme bulgare. Histoire vivante. Cette semaine, Tchernobyl. Aujourd'hui, la facture. Il s'énonce en quelques mots. Plantée au nord de la Bulgarie, au-delà de la chaîne des Balkans, la centrale de Kozloduy fournit entre 38 et 55% de l'énergie produite dans le pays. Il n'y a pas d'énergie alternative en Bulgarie. Mais il y a un mais, la centrale de Kozloduy est dangereuse, très dangereuse. Fermer le site pour supprimer le risque d'accident plongerait littéralement le pays dans le noir et dans le froid. Comme pour Greifswald, la construction de Kozloduy a été décidée à Moscou à la fin des années 60. L'objectif ? Faire entrer l'économie bulgare, traditionnellement agricole, dans l'ère industrielle. Tous les moyens du pays furent alloués à la centrale au détriment des autres formes d'énergie. En 91-92, la Bulgarie est à ce point prisonnière de Kozloduy que la dictature communiste sera renversée en partie par les écologistes hostiles à la centrale. Souvenez-vous, chers amis, l'année dernière, nous faisions la grève de la faim sur cette place. Grâce à vous, nous sommes maintenant représentés à l'Assemblée nationale. Edvin Sugarev, député de Eko-Glasnost. Je ne veux tromper personne. Kozloduy est un des endroits les plus dangereux d'Europe. Mais notre approvisionnement en énergie provient pour 40% de cette centrale. Nous sommes donc obligés de choisir entre soit un accident éventuel, soit passer l'hiver dans le noir et dans le froid. C'est absurde. Vivre dans le noir. Vivre avec 4 heures d'électricité chaque jour. Les Bulgares l'ont expérimenté. Affronter l'hiver, pour ainsi dire, sans chauffage. Ils l'ont vécu. Dans les années 90-92, l'arrêt partiel de la centrale asphyxie une économie déjà fragile. À l'automne 90, l'Agence internationale de l'énergie atomique publie la première un rapport sur la sécurité de Kozloduy. Des réacteurs en piteux état, un système de sécurité déficient, une série de défauts dans la construction, ce sont là les constatations de l'Agence internationale d'énergie atomique. Ces experts se sont rendus ici même en Bulgarie entre le 3 et le 21 juin dernier. Ces 4 réacteurs ont pu ainsi être inspectés. Pour les Occidentaux, sans pour autant vouloir parler de catastrophe,
Il est temps que les autorités bulgares prennent leurs responsabilités. François Coigne, inspecteur général au commissariat à l'énergie atomique. Il ne faut pas penser à Tchernobyl parce que ça n'est pas le même type de réacteur. Ceci étant, ça peut entraîner de fait une destruction partielle de l'installation elle-même. L'inconvénient grave que nous voyons sur le plan sûreté à ces réacteurs, c'est qu'ils n'ont pas d'enceinte de confinement qui permettent de maintenir complètement les produits radioactifs en cas d'accident grave. Un constat également du porte-parole du comité d'État bulgare de l'énergie qui indique pour sa part que l'environnement naturel de la centrale nucléaire est directement menacé. L'ennui, c'est qu'aujourd'hui, cette centrale de Kozloduy fournit 33% de l'énergie totale du pays. Les deux autres tiers, charbon et pétrole, étant importés d'Union soviétique. Il est donc hors de question pour le gouvernement bulgare de stopper ainsi leur unique source nationale d'énergie, et ce, même si il y a un risque d'accident. En fait de rapport, c'est un véritable cri d'alarme que lancent ces experts. L'effroi déclenché à l'Ouest est d'autant plus fort que l'agence est connue pour la neutralité amicale de ses rapports. Accidents avec contamination radioactive, incendies, panne et anomalies des systèmes de sécurité. En 90, les experts de l'AIEA sont suffisamment effarés pour désigner Kozloduy comme la centrale la plus dangereuse après Tchernobyl. En fait, le rapport de l'AIEA ne fut une surprise qu'à l'Ouest. Anton Markov incarne l'histoire de Kozloduy, ingénieur atomiste, fondateur de la centrale, puis inspecteur général de la sûreté nucléaire. Il a été chassé de son poste pour avoir mis en cause la sécurité d'exploitation. Nos rapports sont toujours restés lettres mortes. Le gouvernement ignorait nos recommandations et nous ordonnait d'attendre au nom de la pénurie d'énergie. Le résultat, eh bien, après toutes ces années, Kozloduy ne dispose toujours pas de centre de formation du personnel. Et il n'y a toujours pas de simulateur de panne, bien qu'il soit programmé d'une année sur l'autre dans le budget. Kozloduy accumule les défauts. Le premier dans la conception même, les réacteurs ne sont pas recouverts par une enceinte en béton. En cas d'accident, les émissions radioactives seraient directement rejetées dans l'atmosphère. Cette absence d'enceinte de confinement est commune à tous les réacteurs à eau pressurisée soviétiques. Deuxième danger, le mauvais état des équipements. Défaut de moyens, pénurie de pièces détachées, absence de motivation pour la sécurité et des systèmes de sécurité, des circuits électriques, des circuits hydrauliques, définitivement pas assez entretenus. Ce que vous voyez en bas, ce sont les deux canaux qui apportent l'eau du Danube pour refroidir les turbines et les générateurs. C'est ce que l'on appelle le troisième circuit, qui n'a rien à voir avec l'eau radioactive du circuit primaire. En pratique, l'eau sert à refroidir les réacteurs. Si les canaux sont rompus ou taris, ce peut être l'accident. Cette hypothèse est d'autant moins à exclure que la centrale a été construite sur une zone sismique. Lors du dernier tremblement de terre en Bulgarie en 1978, les canalisations ont été rompues, les fuites radioactives ont finalement abouti dans des fossés. En 1990, le risque sismique, les défauts de conception, les erreurs d'exploitation, le manque de formation du personnel poussent donc les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique à demander au gouvernement bulgare d'envisager la fermeture de Kozloduy. La publication du rapport est la première grave crise internationale que la jeune démocratie bulgare doit affronter. Une crise rendue plus douloureuse encore par la décision brutale prise par la Russie de cesser tout approvisionnement de la Bulgarie en gaz, en charbon et en électricité. Yelo Yelev, le dissident philosophe devenu président, n'a d'autre alternative que de maintenir la centrale en exploitation.
Dans un premier temps, la centrale de Kozloduy sera modernisée grâce à l'aide et aux moyens qui nous ont été accordés par la communauté européenne. Pour la Bulgarie, je ne vois pas d'autres moyens pour résoudre son dilemme énergétique. Après 45 années derrière le rideau de fer, la Bulgarie recevra 20 millions de francs et une mission d'ingénieurs nucléaires chargée de superviser les premières mesures d'urgence. Monsieur Piednoir, ingénieur rattaché à la WANO, l'Association mondiale des opérateurs du nucléaire. Le rapport alarmiste de l'agence de Vienne a mené à, je dirais, à ces travaux que nous allons essayer de réaliser dans les 6 mois qui viennent. Ces tranches ont besoin d'une remise à niveau. Il y a, je dirais, de la maintenance que j'appellerais classique, plus une partie modification qui suit les demandes de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Depuis 1991, on est en mesure d'apprécier le travail accompli. Un personnel formé à la culture de sûreté, une centrale entièrement nettoyée, repeinte, les équipements dangereux remplacés, les systèmes de sécurité modernisés, les salles de contrôle d'où sont pilotés les réacteurs partiellement informatisés. On a presque tout refait. Tout, sauf peut-être le principal. Bernard Duprat, responsable du parc nucléaire français. Il n'en reste pas moins qu'il y a la conception et la construction même de la centrale qui est en jeu. Et en particulier, il y a la question de la cuve du réacteur numéro 1 de la centrale de Kozloduy qui a une résistance sur laquelle les experts internationaux ont des doutes. Après des mises en garde au mois de février, nous avons constaté que les exploitants bulgares s'apprêtaient à redémarrer la centrale sans prélever les échantillons, les éprouvettes, dans la cuve que les experts des autorités de sûreté donc avaient demandé. Yanko Yanev, président de l'autorité de sûreté bulgare. On n'avait aucune raison de refuser cette autorisation. Nous avions besoin d'arguments pour la refuser. Et d'un autre côté, nous avions les avis des instituts scientifiques russes, de Kurchatov, de Guido Press, le constructeur des réacteurs VVER, et de Gyroplant. Nous avions les conclusions de notre institut de métallurgie. Il nous était très difficile de ne pas en tenir compte. La seule réponse possible a été oui, le réacteur peut être remis en marche. Et je crois que quand on va voir les analyses supplémentaires demandées par les Européens, ceci sera confirmé. Je pense que tout le monde sera plus ou moins satisfait. Bernard Duprat. Après donc les deux mises en garde, nous ne pouvions pas cautionner, c'est le principe même de la culture de sûreté, une culture de responsabilité. Nous ne pouvions pas cautionner un tel comportement. Cela ne voulait pas dire qu'il y avait un risque imminent à Kozloduy, mais cela voulait dire que le comportement était inacceptable. C'est un peu comme si vous doublez en haut d'une côte en franchissant la ligne jaune. Il n'y a pas forcément un camion en face, mais vous prenez un risque inacceptable. Donc nous avons voulu par ce geste signifier qu'il y a un certain nombre de comportements que nous ne pouvions pas cautionner. À Sofia, les recommandations conjointes des experts de sûreté européens indépendants sont très mal vécues. Jour après jour, la presse fait une campagne de plus en plus violente contre l'Europe, l'Amérique et la France. 24 heures, le grand quotidien populaire, proche du nouveau gouvernement néo-communiste, accuse les services secrets français de vouloir plonger la Bulgarie dans le noir pour ensuite lui vendre de l'électricité au prix de l'or. Valérie Naïdenov, rédacteur en chef au quotidien bulgare 24 heures.
L'Europe nous a isolés. L'Europe a coupé tous nos liens avec le monde. Et aujourd'hui, l'Europe voudrait nous couper le courant pour nous laisser dans le noir. Comment les Bulgares le supporteraient-ils? Cette question est en train de se transformer en un véritable problème politique. D'où le soupçon qui grandit chez nous que derrière tout cela, ce sont les intérêts financiers de certains producteurs qui s'opèrent en coulisses, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. 'Histoire vivante'. Cette semaine, Tchernobyl. Aujourd'hui, la facture. « 20 à 25 milliards de dollars. C'est le coût pour faire baisser significativement le risque d'accident nucléaire à l'Est. Au fil des sommets, les grands pays industrialisés sont contraints de se rendre à l'évidence. La Russie et les pays de l'Est ne peuvent ni ne veulent payer. La remise à un niveau de sécurité minimum des centrales de l'Est devra être financée par l'Occident, à commencer par l'Europe. Après la chute de l'URSS, Jacques Attali est nommé à la présidence de la Banque européenne de reconstruction et de développement. Mon idée était de créer un fonds spécial où les différents pays occidentaux mettraient de l'argent pour pouvoir financer cela, en me disant que 21 milliards de dollars sur 10 ans, ça fait 2 milliards de dollars par an, qui pour la communauté européenne et les pays du G7 représentaient pour chacun 200 millions de dollars à peu près, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait raisonnable. J'ai donc commencé à tourner, à aller voir tous les chefs d'État. Je dois dire que j'ai reçu un accueil indifférent des Américains. C'est pas notre problème. Les Canadiens, Mulroney, étaient extrêmement décidés à m'aider. Le chancelier d'Allemagne était lui-même extrêmement actif. Mais lorsque je sortais des bureaux des présidents ou des premiers ministres et que j'allais voir les seuls gens qui comptent sérieusement dans cette affaire, à savoir les ministres des Finances, c'était non. Et au bout d'un an et demi, en tapant à toutes les portes, en insultant tout le monde, en me mettant mal avec beaucoup de gens, j'ai pu obtenir la création de ce fonds qui s'appelle Nuclear Safety Account, compte spécial pour les questions nucléaires à la banque, et où j'ai ramassé 300 millions de dollars. Parallèlement à la création de ce fonds de sûreté nucléaire, à Bruxelles, la Commission européenne décide de mobiliser en urgence une partie de ses budgets Europe de l'Est et Euratom pour rafistoler au mieux les centrales les plus dangereuses. Le travail et les crédits sont confiés aux sociétés électronucléaires occidentales désireuses de s'implanter sur les ruines du bloc soviétique. L'argent provient essentiellement des contribuables européens. Des sommes distribuées sans aucune transparence, sans contrôle parlementaire. Paul Lannoy, député européen écologiste à Bruxelles. Le problème du budget européen, c'est qu'il y a une partie sur laquelle le Parlement peut peser et une autre partie qui échappe au Parlement. Mais c'est encore trop pour le secteur nucléaire, qui ne s'accommode pas très fort de la démocratie. Et donc, il va de soi que si on laissait au Parlement le soin de décider, je crois que Euratom n'aurait plus beaucoup d'argent à sa disposition pour continuer dans le nucléaire. Donc là, il est très clairement acquis que le lobby nucléaire occidental est en train d'œuvrer à la fois en coulisses et sur le devant de la scène vis-à-vis de ce marché. À Bruxelles, le lobby nucléaire international emploie plusieurs centaines de personnes, autant pour faire pression en faveur du nucléaire que pour décrocher les contrats de la Commission européenne pour l'amélioration de la sécurité à l'Est. À la Commission européenne ou auprès des compagnies, le silence est de rigueur dès qu'il s'agit des centrales de l'Est. En 1995, 10 années après Tchernobyl, les conclusions n'étaient guère enthousiasmantes. La menace d'accident nucléaire n'avait pas significativement diminué. Sur les 20 milliards de dollars nécessaires,
L'Europe et l'Amérique auront saupoudré 1 milliard pour rafistoler les 2 ou 3 centrales les plus dangereuses. La Russie certifie avoir pallié sur ses vieux réacteurs aux carences qui ont conduit à Tchernobyl. Les autres continuent de tourner. L'héritage nucléaire civil soviétique, loin d'être devenu un espace de coopération Est-Ouest, s'est transformé en sujet de tension. Quand l'Ouest finance timidement des améliorations de sécurité, la Bulgarie, la Russie ou l'Ukraine prennent les crédits, refusent souvent de fermer ou d'améliorer leurs centrales dangereuses et accusent les Occidentaux d'arrière-pensée commerciale. Pour mettre de son côté toutes les chances d'éviter un autre Tchernobyl, l'Union européenne est donc obligée de financer la sécurité nucléaire. En ce sens, l'Est sera peut-être un marché pour les entreprises occidentales, mais un marché payé par les contribuables européens, le prix de leur sécurité en somme. Le sort de Tchernobyl illustre ce fossé nucléaire entre l'Est et l'Ouest. La centrale n'a jamais été arrêtée. Après la construction du sarcophage de béton, les autorités soviétiques ont annoncé que l'avarie était liquidée. Tout danger est donc écarté. Nous monterons le drapeau rouge en haut de la centrale. Nous le monterons jusqu'au sommet, à pied, afin que toute la zone le sache. Oui, le travail le plus dangereux, nous l'avons accompli. Nous l'avons accompli. Nous l'avons accompli. C'était La Facture, une réalisation de David Golan. Demain, en prélude au prochain documentaire d'Histoire vivante évoquant la catastrophe de Tchernobyl et ses conséquences actuelles, rencontre avec Patrick Lagadec, spécialiste depuis une trentaine d'années d'une réflexion sur les risques majeurs.